Cours 10, énergie transportée par la lumière. Alors nous allons nous intéresser au modèle corpusculaire de la lumière, au photon, donc définir ce que c'est qu'un photon, faire le lien avec ce qui a été vu en première sur l'onde électromagnétique et apprendre à calculer l'énergie d'un photon avec la relation ΔE égale H fois la fréquence. Ceci nous aidera à comprendre comment est convertie l'énergie provenant du soleil, qui est une énergie lumineuse, avec la conversion photovoltaïque et la conversion photothermique. Dans un cas, on va produire de l'énergie électrique et dans l'autre cas, on va simplement récupérer par transfert thermique de la chaleur qui servira à chauffer de l'eau chaude sanitaire, par exemple. Alors, pour revoir les acquis, le soleil, le rayonnement solaire est une onde électromagnétique comme toute lumière. Une onde électromagnétique se définit par sa fréquence f en Hertz et se caractérise également par sa longueur d'onde lambda, exprimée en mètres. La relation qui lie la célérité, la longueur d'onde et la fréquence est celle-ci. Alors, pour rapidement revoir les ondes, quand on a en fait une onde qui est par exemple des vagues à la surface de l'eau qui se propagent avec une certaine vitesse, et bien si on se met en un point, par exemple on a ici un bouchon, si c'est des vagues, et puis que là on a un bouchon de pêcheur, il va monter et descendre au cours du temps. Il va être caractérisé par une période t, qui est le temps d'un aller-retour. La fréquence f, c'est 1 sur t, comme pour un signal électrique. Et en fait, quand la vitesse à laquelle se déplace par exemple le sommet d'une vague, c'est ce qu'on appelle la célérité. Et la célérité, c'est une distance divisée par un temps. Quelle distance? C'est cette longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, ça serait la distance entre deux crêtes de vague divisée par le temps qui sépare le passage de ce point du point O au point O suivant, donc le temps de descendre et de remonter, c'est-à-dire c'est exactement une période. Donc la célérité, c'est lambda sur t. Mais on a dit que 1 sur t, c'était f, donc c égale lambda f, d'où la formule qu'on voit souvent écrite en isolant lambda, qui est lambda égale c sur f. La célérité de la lumière est à connaître par cœur, 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Elle a pu être éventuellement retenue sous la forme 300 000 km par seconde. C'est la vitesse d'un photon, c'est la célérité de l'onde électromagnétique dans le vide. Deuxième formule très importante dans ce chapitre, c'est la formule qui permet de définir le transfert thermique, donc l'énergie thermique en joules gagnée par un fluide de masse m et qui a vu sa température passer d'une température T1 à T2. Alors en Kelvin ou en degrés, puisque ici on mesure un écart de température et l'écart de température en Kelvin ou en degrés est le même. Puisqu'on rappelle que donc, pour l'échelle des Kelvin, on a 0 Kelvin et à 273 Kelvin, eh bien on a le 0 degré Celsius et que le 0 degré absolu, c'est moins 273 degrés Celsius. Voilà, donc un écart, si j'augmente de 10 degrés en Kelvin, c'est aussi une augmentation de 10 degrés en degrés Celsius. Donc dans cette formule, on peut indifféremment utiliser le degré Celsius ou le Kelvin, et on trouvera donc la capacité thermique massique, qui est le coefficient de proportionnalité entre le transfert thermique, la masse et l'écart de température, qui s'exprime en joules par kilo par Kelvin, mais qu'on va souvent pouvoir trouver aussi en joules par kilogramme par degré. C'est exactement la même chose dans ce cas-là. Alors, que signifie cette formule? Elle signifie simplement que pour chauffer, quand on chauffe de l'eau pour un certain écart de température, eh bien, on voit que c'est proportionnel à la masse m. Ça veut dire plus on a d'eau à chauffer, plus il va falloir d'énergie. C'est logique. Et maintenant, si on fixe la masse m, c'est-à-dire pour une masse m d'eau donnée, la quantité de chaleur à apporter va être proportionnelle à l'écart de température qu'on veut obtenir. Voilà, donc cette formule est juste une double proportionnalité. Le transfert thermique est à la fois proportionnel à la masse de liquide, à l'écart de température, et le coefficient de proportionnalité, c'est simplement la célérité, c'est la capacité thermique massique du fluide. Oui, ce C-là, pour préciser, n'a absolument rien à voir avec ce C-là. Alors, le photon.
L'onde électromagnétique, qui est une onde, qui est alors sans rentrer dans les détails, on peut se demander, une onde c'est quelque chose qui se déplace. Alors c'est quoi qui se déplace? En fait c'est assez complexe. Une onde électromagnétique c'est le déplacement d'un champ électrique et d'un champ magnétique dans le vide. C'est un modèle qui permet d'expliquer beaucoup de phénomènes, mais certains phénomènes ne peuvent pas s'expliquer sans la notion de photon. C'est-à-dire que l'onde, on va la décrire comme une particule. On peut s'imaginer l'onde comme étant en fait des vibrations de quelque chose qui se propage dans l'espace, mais on peut aussi imaginer l'onde électromagnétique comme une particule qui se déplace avec une certaine quantité d'énergie, et cette particule est nommée le photon. Alors bien sûr, normalement, une onde et de la matière, ça n'a strictement rien à voir, et en fait, en physique, on fait cohabiter deux théories, parce que la lumière est un phénomène très complexe. Parfois, on l'explique très très bien. On explique plein de phénomènes en disant que la lumière est la propagation d'une onde électromagnétique, mais pour d'autres phénomènes, ça ne marche pas, et on est obligé de décrire la lumière comme un flux de photons. Dans ce cas, on imagine le photon comme une particule qui se déplace dans l'espace au cours du temps. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule de la lumière. Tantôt on la décrit comme un photon, tantôt on la décrit comme une onde électromagnétique. Mais on va toujours pouvoir dire qu'un photon est associé à une onde électromagnétique de fréquence f, et le photon dans ce cas-là possédera une énergie E telle que E égale h nu. En gros, l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Plus le photon a une fréquence de vibration élevée, plus il transporte d'énergie. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la constante de Planck, H de 6,63 10-34 joules seconde. Cette constante n'est pas à connaître, sera toujours rappelée. Interaction lumière-matière. Maintenant qu'on a décrit le rayonnement, on va revenir aux atomes, à la matière, et dans un atome, on a un noyau et on a tous les électrons des atomes qui sont répartis dans des couches et même des sous-couches. Sous-couches qu'on appelle un S, 2S, 2P, etc. Et en fait, à chaque sous-couche, on va pouvoir faire correspondre un niveau d'énergie qu'on représente ici sur un axe. Donc là, c'est pour la première couche. La deuxième couche, c'est un niveau d'énergie 2, mais en fait, la deuxième couche est composée de sous-niveaux qui sont eux-mêmes à des niveaux différents. Donc en fait, on a quand on considère les sous-couches, on a un niveau de base, puis on a des niveaux qu'on appelle excités. Quand l'électron est au plus près du noyau, il est dans son niveau fondamental. Quand il est sur un autre niveau d'énergie, il est dans un niveau excité. Et on peut même dire qu'ici, il a un niveau d'énergie tel que en fait il serait parti du noyau. C'est le niveau d'ionisation, c'est le moment où l'atome a perdu son électron. On y reviendra tout à l'heure. Alors, l'énergie d'un électron est souvent exprimée en électronvolts, une unité d'énergie qui est pratique pour l'étude des phénomènes à l'échelle de la matière. Donc encore une unité d'énergie différente. L'énergie c'est toujours en joules dans le système international. Par contre, on avait déjà vu que certains techniciens préfèrent le wattheure ou le kilowattheure, et les physiciens des particules préfèrent l'électronvolt, une unité qui est plus adaptée à leur travail quotidien. Donc un électronvolt, c'est 1,602 10-19 joules. Au passage, ça correspond à 1,602, la charge d'un électron, la charge E d'un électron, c'est 1,602 10-19 coulombs. Voilà. Et en fait, un électronvolt, c'est l'énergie qu'acquerrait un électron, qui a donc cette charge-là, qui est accélérée sous une tension de 1 volt. Voilà. Et donc on a cette équivalence qui sera rappelée dans les exercices pour convertir des électronvolts en joules. Alors quand un atome absorbe un photon, donc on a un électron qui est un niveau d'énergie qu'on va appeler niveau du bas, et le photon arrive sur l'atome, l'atome absorbe l'énergie, et à ce moment-là, ça correspond au passage de l'électron d'un niveau bas à un niveau excité. Alors, il y a le photon qui va pouvoir permettre de faire cette transition énergétique, va avoir une énergie E qui va être égale à h nu,
et qui va correspondre à l'écart d'énergie entre le niveau du bas et le niveau du haut, d'où la formule delta E, donc variation d'énergie entre le niveau 2 et le niveau 1, E2 moins E1, c'est égal à H fois F, c'est-à-dire l'énergie du photon, avec la formule qu'on avait vue ici, qui est H fois C sur lambda, puisque F égale C sur lambda, et on a souvent la formule qui sert dans les exercices, delta E égale HC sur lambda. Alors toutes les énergies en joules, la fréquence en hertz, la longueur d'onde en mètres, ce sont toutes les unités du système international. Et dans ce système international, on va retrouver la constante de Planck et la célérité de la lumière, dont on a déjà parlé. Ionisation, si l'énergie absorbée par un atome est trop importante, eh bien, l'électron peut être éjecté de l'atome, celui-ci se transforme en ion. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. Si l'électron passe de ce niveau-là au-dessus de ce niveau-là, eh bien, en fait, il va pouvoir quitter l'électron et il va, par exemple, si on a un niveau d'énergie, si on lui donne toute cette énergie-là, ça c'est l'énergie qu'il a fallu pour quitter l'atome, et ça c'est l'énergie qu'il va avoir en partant de l'atome, c'est-à-dire qu'il va être caractérisé par une certaine vitesse. Alors, émission spontanée, à l'inverse, quand un électron est dans un état excité, il peut revenir par désexcitation à un niveau bas, et dans ce cas-là, il va émettre un photon qui sera émis dans une direction aléatoire et dont l'énergie va se calculer aussi en faisant delta E égale HF égale E2 moins E1. C'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Spontanée parce que ça se fait tout seul, l'électron est dans un état instable, il va revenir tout seul, parfois au bout d'un certain temps, mais il va revenir tout seul, spontanément, à son niveau fondamental. Ceci va nous permettre d'expliquer deux types de conversion, de récupération d'énergie qui provient du Soleil. Il y a deux manières d'exploiter l'énergie transportée par la lumière, qui en général provient du Soleil, la conversion photovoltaïque et la conversion photothermique. La conversion photovoltaïque utilise l'effet photoélectrique suivant le bilan, donc un panneau solaire photovoltaïque ou panneau photovoltaïque, souvent on utilise l'abréviation PPV, donc produit de l'énergie électrique, ici on pourrait rajouter les pertes, hein, il y en a beaucoup, et l'énergie absorbée, énergie solaire, alors c'est pas très correct d'utiliser ce terme, c'est de l'énergie lumineuse, voilà le vrai type d'énergie qui est associé à ce transfert d'énergie. Solaire, c'est un adjectif qui veut dire qui vient du soleil. Voilà. Et son type d'énergie, c'est lumineuse, c'est le même type d'énergie que l'énergie qui proviendrait d'une autre source de lumière. Alors, l'effet photoélectrique fait en sorte que quand on a une onde électromagnétique, donc certains photons qui arrivent sur des électrons, ils vont être éjectés, et ces électrons éjectés vont circuler, et cette circulation d'électrons, c'est un courant électrique, et par contre il faut un dispositif technique assez ingénieux qui permet à la fois d'expliquer le fonctionnement des diodes, des transistors, donc de toute l'électronique, pour finalement arriver à exploiter ce déplacement d'électrons dû à une onde électromagnétique qui vient les chasser de leur atome. C'est pas si simple que ça, mais on réussit à capter cette énergie et donc on en fait les fameux panneaux photovoltaïques. Mais il y a aussi une autre manière d'exploiter l'énergie qui provient du soleil, ce sont les panneaux solaires thermiques. L'énergie absorbée, c'est toujours l'énergie lumineuse. Alors, cette énergie lumineuse, et notamment les infrarouges, les photons excitent les particules du fluide en leur transmettant une partie de leur énergie. L'agitation des particules augmente la température du fluide. Donc, dans un panneau solaire thermique, l'énergie frappe le panneau, donc on chauffe de l'eau qui circule grâce à un contrôleur et une pompe. L'eau chaude arrive ici dans un serpentin, et cette eau qui circule là-dedans va permettre de chauffer l'eau qu'il y a à l'intérieur de ce ballon d'eau chaude sanitaire, et c'est l'eau qui est chauffée par le serpentin qui va
être utilisé dans une douche ou pour chauffer la maison ou pour toute autre utilisation d'eau chaude. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le fluide caloporteur qui passe dans le panneau solaire qui se trouve dans la douche. On a un serpentin qui sépare le fluide qui passe ici de l'eau qui passe dans le ballon, qui est chauffée par ce fluide et qui est distribué partout dans la maison. Voilà pour ce cours. Ce cours est la première partie d'un cours en 2 parties qui sera le cours 9 et qui approfondira le panneau solaire photovoltaïque et son fonctionnement et les courbes qui permettent de comprendre qu'il dispose d'un optimum de fonctionnement.